70% des fleuves qui sont pollués. Il y a à peu près 80% des nappes phréatiques qui sont polluées. En Occident, enfin... Dans le monde. Dans le monde. Où allons-nous? On ne peut pas continuer comme ça. Alors c'est vrai qu'il faut d'abord prendre conscience de tout cela. Et pour prendre conscience, bien, il faut qu'on le dise, qu'on le diffuse. Vous êtes là pour ça, je suis là pour ça. Et bon, nous continuons notre chemin dans ce sens. Oui. Et combien de personnes sont privées de l'eau aujourd'hui dans le monde? Il y en a 2 milliards 600 millions qui n'ont pas d'eau et surtout qui n'ont pas d'eau et pas d'assainissement. Il y en a 1 milliard 400 000 qui n'ont pas d'eau potable et 34 000 qui meurent par jour. Ce sont les 3 chiffres fatidiques, si je puis dire, qu'hélas on est obligé de diffuser. Oui. Et le clivage Occident, enfin hémisphère nord et sud, est valable pour l'eau ou pas? Non, la Terre tourne, elle est ronde. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau en Afrique australe. Il y a de l'eau. Il y a aussi de l'eau dans toute l'Afrique. Au Brésil, il y a énormément d'eau. Mais il ne faut pas qu'elle soit captée, ni comment dirais-je, je cherche le terme. Par des barrages par des particuliers ou des entreprises. Oui. Oui, et pour les... qui ont l'usage d'une marchandise. Puis il y a un autre problème avec l'eau. Par exemple, l'eau comme arme de puissance. Quand on voit que sur les plus grandes nappes phréatiques du monde, il y a toujours une base militaire à proximité. C'est pas innocent. C'est pas l'eau qui va faire du terrorisme. C'est parce que si les maîtres de cette puissance est maître de cette, elle sera la maîtresse, le maître de tout le continent. On croit que la guerre d'Irak, ça a été pour restaurer la démocratie en Irak. Qui l'a cru? Après, on a le pétrole. Le pétrole, c'est déjà derrière nous. C'est l'eau. Celui qui sera maître des sources du Tigre et de l'Euphrate sera maître de tout le Moyen-Orient. Surtout quand on est déjà maître du Jourdain. Bon, je crois que nos ancêtres très lointains nous avaient déjà appris qu'on pouvait irriguer toute une région au goutte à goutte. Bon, pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi, par exemple, devant chez moi, dans les Landes, il y a un champ de maïs qui ne m'appartient pas. Il y a un fermier. Je le vois par des jours de chaleur, de soleil véritablement brûlant, il arrose toute la journée. Alors, bon, il n'y a même pas 3% de l'eau qui va jusqu'à la terre, elle s'évapore avant. Et celle qui va dans la terre ne va même pas jusqu'aux racines. Il y a à peine, parce qu'elle n'est pas dirigée pour aller vers les racines. Et ça, c'est une question d'éducation, Daniel. Oui. Donc, ça va ensemble, en fait. C'est une question d'éducation, parce que, bon, ils ne paient pas l'eau pour l'irrigation, ou très très peu. Bon, après tout, ça ne les gêne pas du tout. Et c'est tellement plus facile d'ouvrir le robinet, de s'en aller, puis de revenir 5-6 heures après, alors que... Donc, il faudrait un travail concomitant de sensibilisation aussi. Mais ils sont sensibilisés, mais ils n'ont pas pris conscience de l'enjeu. Et c'est là où il faut appliquer, c'est qu'il y a un enjeu dramatique et urgent. Il est urgent d'inverser cette... Les gens ne veulent pas penser que... Bon, les plus pessimistes disent que c'est une question de décennies, les plus optimistes disent que ça peut être quelques siècles. J'ai entendu parler d'ici à 20 ans, il y aura une pénurie... L'humanité est en danger. Comme toutes les espèces qui disparaissent aujourd'hui, l'espèce humaine est en passe de disparaître. Mais elle, où c'est dramatique, c'est qu'elle est intelligente et elle le sait, et elle ne fait rien pour aller à l'encontre. Alors qu'un papillon, une espèce de papillon qui disparaît, le pauvre, il est là pour quelques jours, même quelquefois même pas, il n'a pas le temps de prendre conscience qu'il va naître et disparaître.
Bon, et puis que son espèce va disparaître. Mais l'homme, lui, il connaît l'enjeu. Alors c'est pour ça qu'on est tellement virulent pour dire, mais enfin, un peu de bon sens. Oui, mais il connaît l'enjeu jusqu'à un certain point. Enfin, parce que quand on vit ici à Paris, par exemple, l'enjeu, on passe d'eau. Enfin, mais il est là. À São Paulo ou à New York. Il est là l'enjeu. Ne croyez pas que l'eau du robinet est éternelle. Hein. L'eau du robinet, d'ailleurs, combien de filtres il faut qu'elle passe, d'ailleurs, pour qu'on puisse la boire, premièrement. Puis qu'est-ce qu'on boit? On n'en sait rien. L'eau en bouteille, il y a ceux qui peuvent acheter l'eau en bouteille, et elle n'est pas plus sûre que l'eau du robinet. Peut-être même moins, parce qu'elle est moins souvent contrôlée, alors que les municipalités, elles ont le devoir de les contrôler régulièrement. Non, non, non. Nous sommes tous concernés par ce problème de l'eau. Tous, et au même titre, et aussi vite. Peut-être que c'est même ceux qui n'ont pas d'eau aujourd'hui qui se défendront le plus parce qu'ils auront eu l'habitude de se battre pour l'eau. Tandis que nous, c'est si simple, on ouvre un robinet, on a tout ce qu'on veut tout de suite. Mais c'est illusoire. Et il faut le savoir. Et on le sait. Alors? Oui, on le sait maintenant, peut-être. On le sait. Pour quelques-uns. On le sait déjà. Non, je crois que ce travail de sensibilisation qui a été fait depuis combien, peut-être entre 5 et 10 ans, a quand même fait son chemin. Vous y croyez? J'y crois. Daniel, maintenant, nous allons passer à des sujets plus généraux, enfin plus philosophiques, je dirais, de l'homme en soi. Et d'abord, enfin, j'aimerais savoir ce que le mot humain vous évoque. Moi, j'aime la vie et j'aime les hommes. Bon, j'aime les femmes et les enfants aussi. Oui. Je crois que c'est comment dirais-je, une façon d'aborder la vie. Vous savez, dans la vie, il y a ceux qui se méfient de tout et qui finissent par se replier sur eux-mêmes, fermer leur porte à tout. Ils deviennent dangereux, ces gens-là. Et puis il y a ceux qui aiment l'humain et qui a priori fait confiance. Ben, je suis de ceux-là. Moi, je fais confiance, je rencontre quelqu'un, je lui ouvre ma porte, j'écoute ce qu'il a à me dire. Bon, je suis quand même lucide et critique. Si je vois que ça ne correspond pas du tout à ce que j'attendais de lui, ben, je sais m'en éloigner. Mais je suis vraiment attirée par les autres et connaître les autres, connaître s'ils ont une culture différente, pénétrer leur culture, apprendre. En définitive, ce que j'aime, c'est apprendre des autres. Et je crois que tout le long de ma vie, c'est ce qui s'est produit. Bon, pendant la Résistance, j'ai vraiment appris des hommes, de ceux qui étaient autour de moi, les raisons pour lesquelles ils étaient eux aussi dans ce mouvement de résistance. Bon, apprendre des autres. Du mal aussi. Le mal aussi apprend des choses. Le mal aussi apprend des autres. Vous savez, dans l'humanité, il y a de tout. Hein, tout et son contraire. Même en soi, on a déjà tout et son contraire. Pour savoir où est l'équilibre. C'est une question d'équilibre. Est-ce qu'on penche un peu plus vers le bien, un peu plus vers le répréhensible? Bon, c'est à soi de vouloir savoir où est la limite de l'équilibre. Et l'art pour vous, Daniel, doit-elle être engagée ou vous trouvez que l'art, elle est dégagée de tout ça, enfin, elle est au-dessus du bien et du mal? Mais non, mais l'art, c'est tout simplement l'expression humaine. C'est l'expression de chacun. L'art en soi n'existe pas s'il n'y a pas un support humain.
Si, il y a l'art de la nature. Bon, mais moi je considère la nature, je considère la terre comme pas un être humain, mais en tout cas quelque chose d'inspiré, quelque chose de. La terre n'est pas une matière inerte, c'est une matière qui a un esprit. Et l'esprit de la terre, je suis persuadée qu'il existe. La connaissance des arbres, par exemple. La connaissance d'une situation. Regardez dans les Landes, quand les bûcherons arrivent pour couper les arbres, la température de la forêt monte de 3 degrés. C'est pas innocent. Donc ils ont une conscience. Et moi j'y crois beaucoup. Et je crois que la Terre aujourd'hui, où elle est fatiguée de se voir continuellement exploité, traumatisé, toutes ces bombes qu'on a fait éclater, ces bombes nucléaires qu'on a fait éclater en sous-sol, et ça, elle réagit. D'ailleurs, c'est beaucoup la théorie des Indiens qui nous disent souvent, attention, la Terre n'est pas contente. Ah oui, ils la connaissent bien, la Terre. Oui. Mieux que nous. Ils en vivent. Oui, oui. Et en plus, ils admettent qu'ils en vivent. Et nous en vivons, mais nous ne l'admettons pas. Nous l'exploitons. Sinon, trouvez-vous possible de vivre dans ce monde, ou avant, ou maintenant, parce que nous vivons aujourd'hui, sans se soucier des autres, Daniel? Est-il possible? Non, mais c'est pas possible. Une société, on ne peut pas s'extraire d'une société. Mais il y en a beaucoup qui vivent comme ça. L'espèce humaine est caractérisée justement par sa vie en société, comme les abeilles, comme les fourmis. Mais nous, avec un esprit créatif, mais on ne peut pas s'extraire d'une société. D'ailleurs, ceux qui le font, ils croient qu'ils s'extraient, mais c'est pas vrai. Mais quand ils vivent le quotidien, la politique, on a parlé de politique tout à l'heure. La politique pour certains, pour la plupart, c'est la politique d'un parti. Et vous, non, voyez... La politique, c'est l'organisation de la société, c'est l'organisation de la maison, c'est la gestion de la maison. C'est ça la politique. C'est pas une question de parti ou de quoi que ce soit. La gestion de la maison. Alors évidemment, selon son idéologie et selon sa manière de voir. Bon, actuellement, la gestion de la maison, elle est complètement inspirée par la pensée unique. Et d'autres, cette pensée unique, ils la condamnent parce qu'on ne peut pas avoir une pensée unique. La richesse de l'humanité, c'est justement d'être différente, d'être diverse et de pouvoir penser autrement. C'est en confrontant les idées et les pensées et les mots que l'on avance et que l'on s'enrichit intellectuellement. Donc la pensée unique est très restrictive, est très délétère pour l'humanité. Donc il faut sortir de cette pensée unique. Et agir. Et agir. Comme vous. Comme nous. Oui. Et Daniel, avant de nous quitter, j'aimerais que vous nous racontiez une très belle histoire. Bien, je vais vous raconter l'histoire d'un poirier et d'un cognacier. Ou plutôt d'un poirier. Il y a 35 ans, lorsque nous nous sommes installés dans notre maison dans les Landes, nous avions un petit terrain et j'ai planté un poirier. Ce poirier, pendant 20 ans, 25 ans, nous a donné des poires délicieuses. Et puis, un beau jour, du tronc du poirier, je vois une branche sortir qui ne ressemblait pas du tout, dont les feuilles ne ressemblaient pas du tout au poirier. Quand elle a donné des fleurs, c'était pas des fleurs de poirier. Puis quand elle a donné des fruits, c'était pas des poires. Qu'est-ce qui s'était passé? Comment ce cognacier est sorti du tronc, ou en tout cas des racines de ce poirier? Eh bien, c'est ça la vie. C'est qu'on revient toujours aux racines. Et lorsque nous avons planté notre poirier, c'était un poirier greffé. Il était greffé sur une racine de cognacier.
Et un beau jour, 25 ans après, ce cognacier était toujours là. Il était toujours là. Et il voulait vivre. C'est ça l'instinct de conservation de la vie. Et il voulait vivre, et il est sorti du tronc du poirier. Et aujourd'hui, j'ai un énorme cognacier et un poirier, et leurs branches sont complètement entremêlées. Et je trouve que c'est une vision de ce que pourrait être le monde. Moi, et c'est le monde que vous envisagez. Qui me satisfait beaucoup. Voilà, et aujourd'hui, on voit des racines ressortir aujourd'hui et qui nous montrent le chemin. Qui nous montrent le chemin. Et nous vous en remercions beaucoup, Danielle. Ce fut un plaisir de discuter avec vous. Merci. Je vous en prie.